Entrons dans le musée du chanvre. Le chanvre est une plante qui trouve de nombreuses applications, du textile à l'alimentation, des produits de beauté à la médecine et bien sûr dans le domaine récréatif, c'est-à-dire en tant que drogue douce. Mais attention, toutes les espèces de chanvre n'ont pas les mêmes propriétés et surtout pas le même taux de tétrahydrocannabinol abrégé en THC. Si le taux de THC est très faible ou nul, la plante pourra avoir un usage industriel. Si à l'inverse le taux de THC est élevé, elle sera alors utilisée pour ses propriétés médicales ou psychotropes. Par ailleurs, le chanvre présentant un taux de THC élevé peut également être appelé cannabis. Comme les juristes le savent, notre système juridique français est grandement inspiré du droit romain. Mais il se trouve que la civilisation romaine nous a légué d'autres héritages, comme par exemple en matière de linguistique. Ainsi, le mot chanvre se disait à l'origine en latin tout simplement cannabis. La France est le premier producteur de chanvre dans le monde avec une part de marché d'environ 71% en 2013. Mais malgré tout, le cannabis reste interdit aussi bien à la consommation qu'à la culture. Il n'existe dans notre pays aucun seuil ou aucune forme de tolérance pour ce qui est de l'usage récréatif du cannabis. Il est vrai que la question de la légalisation du cannabis pour un usage récréatif a fait débat à plusieurs reprises dans notre société, mais rien ne semble véritablement présager le vote d'une loi allant dans ce sens. Dans notre pays, le premier texte concernant des substances vénéneuses est un édit, accrochez-vous bien, du 31 août 1682, qui vise à prévenir les empoisonnements à l'arsenic. Mais c'est surtout au 19e et plus particulièrement à partir du 20e que des normes juridiques voient le jour dans le but d'encadrer le monde des drogues, même si à l'époque on emploie toujours le terme de substance vénéneuse. Une loi du 19 juillet 1845 est votée dans le but d'encadrer le commerce des substances vénéneuses. Chaque loi a l'habitude de se voir affectée d'un ou plusieurs décrets qu'on qualifie de décrets d'application. Ce sont eux qui vont préciser concrètement quelles mesures doivent être prises afin que la loi soit appliquée. Et ainsi, un décret tardif du 11 octobre 1908 est édicté dans le but d'apporter des précisions sur l'application de cette loi de 1845. Plus précisément, il va permettre d'une part de poursuivre les individus soupçonnés de détention ou de préparation d'opiacés, c'est-à-dire de substances dérivées de l'opium, et d'autre part de réprimer le fait d'en favoriser l'usage et la détention. Mais comme ce décret est mal rédigé, imprécis, il n'obtient pas l'effet escompté, d'où l'intérêt de rédiger un décret clair et précis sous peine de rendre une loi inefficace, voire inutile. Au début du XXe siècle, on ne parle pas encore du cannabis. Une loi de 1916 vient réprimer l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses telles la morphine, l'opium et la cocaïne. Une nouvelle loi est votée le 13 juillet 1922 et un décret-loi, c'est-à-dire un document faisant à la fois office de loi et de décret, est édicté le 29 juillet 1939. À cette époque, la France devient l'un des pays avec la législation antidrogue la plus stricte d'Europe. Mais dans le domaine médical, on s'aperçoit que l'interdiction de certaines substances qualifiées de vénéneuses peut parfois apparaître comme un obstacle à l'objectif même de la médecine, à savoir prévenir, soulager et guérir. De ce fait, une loi du 24 décembre 1953 vient différencier pour la première fois l'usager de drogue qui peut être considéré comme un malade du trafiquant de drogue qui lui est un hors-la-loi. Puis dans les années 60, l'Occident connaît un nouveau tournant musical. Le rock'n'roll des années 50, marqué par des figures comme Elvis Presley, Buddy Holly ou Chuck Berry, laisse peu à peu la place au rock psychédélique. Et il se trouve que ce genre musical est indissociable de la drogue, et en particulier du LSD. Parmi les plus grands représentants du rock psychédélique, on retrouve par exemple Jimi Hendrix, Jim Morrison ou encore Janis Joplin, tous trois morts des suites d'une overdose. A l'origine, le rock psychédélique ainsi que les drogues qui l'accompagnent se retrouvent surtout en Amérique et en Angleterre, mais ils vont de plus en plus s'exporter en France et dans d'autres pays. De plus, les années 60 représentent également l'apogée de la French Connection, qui est une multitude de réseaux de trafiquants implantés pour la plupart à Marseille et à Paris, et dont la principale activité était à ce moment-là l'export d'héroïne de la France vers l'étranger. En particulier en raison de ce contexte, une loi majeure en matière de drogue est votée le 31 décembre 1970. Elle vient ajouter de nouvelles incriminations, c'est-à-dire de nouveaux comportements qui vont pouvoir être considérés comme des infractions et met en place des sanctions plus lourdes. Elle prévoit des sanctions pénales contre les consommateurs de drogue et contre les trafiquants. Mais les personnes de la première catégorie ne sont pas considérées de la même façon que celles de la deuxième catégorie. Les consommateurs sont des usagers, pouvant être condamnés principalement à des peines d'amende et de prison, mais aussi des malades. C'est pour cette raison que la loi prévoit notamment la possibilité d'une injonction thérapeutique
qui va permettre dans certaines situations aux consommateurs de ne pas être condamnés s'ils suivent par exemple une cure de désintoxication. Les sanctions prévues par la loi sont plus lourdes à l'égard des trafiquants que des consommateurs et d'autres mesures peuvent être prises sur le fondement de cette loi, comme par exemple la possibilité d'exercer une fouille médicale sur un trafiquant afin de vérifier s'il ne dissimule aucune substance dans son organisme, ou encore la possibilité de saisir ses biens afin d'éviter qu'il ne s'en sépare avant sa condamnation. Et plus tard, une loi du 17 janvier 1986 vient incriminer les petits trafiquants ainsi que les usagers qui se transforment en revendeurs pour assurer leur propre consommation. L'objectif de cette loi était principalement de lutter contre les activités des dealers de rue. Une loi du 31 décembre 1987 vient ajouter plusieurs dispositions dans la lutte anti-drogue, comme par exemple la possibilité de réduire la peine d'un trafiquant si celui-ci dénonce ses complices. Également, elle facilite l'incrimination du blanchiment d'argent tiré du trafic de drogue en créant de nouveaux délits. Et enfin, elle aggrave les sanctions en cas de vente de drogue à des mineurs ou dans des centres d'enseignement, d'éducation ou encore dans les locaux de l'administration publique. Vient ensuite une loi du 19 décembre 1991 qui va permettre d'organiser des opérations de livraison surveillées. Cela signifie qu'on va permettre l'entrée sur le territoire, le passage par le territoire ou la sortie du territoire français d'expéditions illicites ou suspectées de l'être dans le but d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission. Depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la quasi-totalité de toutes ces dispositions venant d'être citées est transférée dans le code pénal et le législateur en profite pour alourdir les peines, principalement d'amende et de prison. L'usage illicite de stupéfiants est un délit qui est principalement et au maximum puni de 1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Mais ces peines peuvent être revues à la hausse en cas de circonstances aggravantes. Ainsi, le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Si de plus ce mineur a moins de 15 ans, la peine maximale encourue sera encore plus élevée, 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Le trafic de stupéfiants est quant à lui puni encore plus sévèrement. Plusieurs délits comme le transport, l'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants ou même la présentation de fausses ordonnances médicales dans le but de se faire délivrer des stupéfiants sont assortis d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende. Certaines infractions liées au trafic de stupéfiants sont encore plus sévèrement punies puisqu'elles sont élevées au rang de crime et non plus de délit, le crime étant la plus grave des infractions. Ainsi, à titre d'exemple, la fabrication et la production illicite de stupéfiants sont sanctionnées par des peine maximale de 20 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende. Celui qui pratique l'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants en bande organisée encourt jusqu'à 30 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Celui qui dirige ou organise un groupement de personnes dont l'objectif est de s'adonner au trafic de stupéfiants encourt quant à lui la prison à vie et une amende de 7,5 millions d'euros. Qu'en est-il désormais de l'usage et de la vente de stupéfiants et plus particulièrement de cannabis dans un contexte médical? En 2002, la Cour de Papeete avait jugé qu'une personne paraplégique qui avait été poursuivie pour détention de stupéfiants ne pouvait être condamnée à ce titre dans la mesure où la détention de cannabis était justifiée en raison de son état de nécessité et plus précisément destinée à la consommation de tisanes analgésiques nécessaires à la sauvegarde de sa santé. Et 11 ans plus tard, un décret du 5 juin 2013 est venu modifier le code de la santé publique, une modification qui permet de formuler une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou d'un produit de santé contenant du cannabis. Cet usage médical du cannabis n'est pas du tout nouveau dans l'histoire de l'humanité puisqu'on en retrouve des traces par exemple au sein des civilisations antiques de l'Égypte ou de la Chine il y a plus de 4000 ans. Qu'en est-il désormais de la loi néerlandaise à propos du cannabis? Beaucoup de personnes pensent que fumer et cultiver du cannabis est légal aux Pays-Bas, mais la réalité est différente. Dans les années 70, le pays se rend compte que l'héroïne fait de plus en plus de ravages. De ce fait, le pouvoir législatif vote une loi qui distingue les drogues dures comme l'héroïne des drogues douces comme le cannabis. Et c'est à partir de là que va se mettre en place une politique de tolérance envers les drogues douces dont fait partie le cannabis, dans le but de dissuader les gens de consommer des drogues dures. La tolérance se situe en quelque sorte à mi-chemin entre la légalité et l'illégalité. Aucune loi n'autorise explicitement de fumer ou de cultiver du cannabis, mais à partir du moment où ces pratiques ne sont pas faites en excès et qu'elles respectent l'ordre public, alors l'État peut décider de fermer les yeux. À partir de ce constat, différentes activités peuvent être concernées par cette tolérance. Intéressons-nous tout d'abord à la vente de cannabis. Cette vente est pratiquée par les coffee shops. C'est l'équivalent de bars dans lesquels on peut également consommer du cannabis sous différentes formes, du joint au space cake en passant par le produit brut,
et aux effets, au goût et à l'odeur différentes. On le rappelle, nous sommes dans le cadre d'une politique de tolérance et donc les coffee shops sont tout de même tenus à certaines règles s'ils ne veulent pas que les pouvoirs publics les poursuivent en justice. Voici donc ces principales règles. La vente est limitée à 5 grammes maximum par personne, le stock du coffee shop ne peut dépasser 500 grammes, un coffee shop ne doit pas susciter de nuisances, il est interdit de vendre des drogues dures ainsi que des drogues douces aux mineurs, les coffee shops ne sont pas autorisés à faire de la publicité pour des drogues douces, et enfin ils ne doivent pas se trouver dans un rayon de 250 mètres d'une école. Les municipalités peuvent néanmoins adapter ces règles, comme elles le souhaitent puisqu'il s'agit d'une tolérance, et en théorie elles pourraient même choisir de ne faire preuve d'aucune tolérance. Par ailleurs, les coffee shops qui enfreignent les règles que je viens de citer sont provisoirement fermés, et en cas de nouvelle infraction, ils se retrouvent contraints de fermer définitivement. Voyons ensuite la question de la possession et de l'usage du cannabis. La possession et l'usage du cannabis, également punissables, sont tolérés dans certaines circonstances. Comme la vente est limitée à 5 grammes par personne, un individu n'est autorisé à porter sur lui qu'un maximum de 5 grammes de cannabis ou de hashish. Dans le cas contraire, il s'expose à un risque de poursuite. En général, en cas d'interpellation par la police, il lui sera tout simplement demandé de s'en débarrasser, et s'il refuse, il s'ensuivra alors une arrestation. En réalité, une possession supérieure à 5 grammes peut conduire à considérer que l'individu en question s'adonne au commerce de cannabis. Même aux Pays-Bas, il est possible de trouver des dealers de rue, mais il n'est pas conseillé de se fournir auprès de ceux-ci car il y a de fortes chances pour que la qualité du produit en soit affectée, sa pureté peut être moindre et potentiellement il peut avoir été coupé avec un produit nocif pour la santé. Ainsi, un individu possédant plus de 5 grammes encourt 3 500 € d'amende. Une personne en possession de plus de 30 grammes commet clairement un délit qui est passible de 2 ans d'emprisonnement et au maximum d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à 16 750 €. Consommer du cannabis sur la voie publique est par ailleurs interdit, mais dans la pratique, la possession et l'usage de petites quantités de cannabis ne sont pas une priorité pour la police. Cette dernière interviendra en particulier si l'individu cause des nuisances. Nous en venons désormais à la culture du cannabis. Celle-ci est tolérée dans la limite de 5 plants et pour un usage strictement personnel. Si la quantité est supérieure, on sort alors du champ de la tolérance puisqu'il s'agira clairement d'un délit au sens de la loi néerlandaise. Par ailleurs, si les outils artificiels comme une tente de culture, une lampe ou une installation d'aspiration se compte au minimum au nombre de 2, alors l'installation pourra être considérée comme une culture professionnelle et non plus personnelle, ce qui est illégal. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à aborder la question du cannabis médicinal aux Pays-Bas. Il est dans ce pays clairement possible de prescrire à un malade du cannabis dans un but thérapeutique. Dans la pratique, une seule société dénommée Bedrocan cultive légalement du cannabis aux Pays-Bas. Elle reçoit une autorisation de la part du ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports, et cette culture est uniquement à destination de l'industrie pharmaceutique par l'intermédiaire d'un médecin qui sera chargé de rédiger une ordonnance s'il estime cela nécessaire. Mais ces prescriptions sont dans les faits peu nombreuses puisque d'une part beaucoup de médecins ne se sont pas penchés sur la question de l'effet thérapeutique du cannabis et que d'autre part le cannabis médicinal est rarement remboursé par les assureurs garantissant des soins de santé. Pourquoi les victimes françaises touchent-elles en moyenne moins de dommages et intérêts que les victimes américaines? En effet, vous êtes probablement déjà tombé sur une information indiquant qu'un Américain a été victime d'un dommage, que de ce dommage ont découlé plusieurs préjudices, et surtout qu'il a réussi à toucher plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars de dommages et intérêts. D'ailleurs, aux États-Unis, le montant record s'élève à 23 milliards de dollars, accordé par le jury d'un tribunal de Floride à la veuve d'un fumeur.